Bonjour à tous. Prenez place, éteignez vos portables, ouvrez les yeux, les oreilles. François Rabelais disait les yeux ont des paupières, mais pas les oreilles. On ne peut pas les fermer, il faut se les boucher. C'est plus compliqué. Nous avons le plaisir ce matin, pour le deuxième jour de ce forum, d'accueillir un grand économiste, Michel Aglietta. Oui, voilà, il rougit un peu. Mais j'assume ses propos parce que je le dis toujours lorsque j'ai le plaisir de le présenter. Michel Aglietta fait partie des économistes qui n'ont pas attendu la crise pour être lucides sur le système qu'il a produit. Et je crois qu'ils sont assez peu nombreux pour qu'on le signale et pour qu'on lui donne l'occasion de rougir. Voilà, donc c'est un premier point qui méritait d'être signalé. Michel Aglietta est au CEPI, qui est un centre important en matière de réflexion économique et en particulier sur les phénomènes qui animent aujourd'hui le débat économique. Je pense à la globalisation, à son analyse, etc. Il a produit de nombreux ouvrages, je vous signale les plus récents. Un New Deal pour l'Europe, vous pourrez trouver ça à la librairie qui est ici, donc précipitez-vous dès la sortie, si nous avons été suffisamment bons en tout cas, pour vous procurer ces livres et passer le week-end à les lire. Il vous en faudra d'ailleurs quelques-uns, des week-ends je pense, parce que ces livres sont roboratifs. Donc un New Deal pour l'Europe chez Odile Jacob, en collaboration avec Thomas Brand, ou Brand, je ne sais pas comment on dit. Je vous recommande particulièrement le livre qu'il a consacré à la question chinoise, La voie chinoise, capitalisme et empire, avec Guo Bai. Et ce livre qui est un peu plus ancien, je crois, Zone euro, éclatement ou fédération, chez Michelon, début 2012, qui est la suite, je dirais, des deux précédents petits livres que vous aviez consacrés à l'explication de la crise chez le même éditeur, puisque Michel Aglietta a produit, je pense, les premières analyses un peu structurées et globales de la crise qui a éclaté, de la crise financière qui a éclaté en 2008, qui est devenue une crise économique et dans laquelle nous nous trouvons encore aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire. Alors, la question qu'on voulait explorer avec vous, Michel Aglietta, ce matin, est la question de ce que pourrait être notre nouveau régime de croissance. Mais avant de se projeter dans l'avenir, je vous propose d'abord de nous dire ce que signifie cette expression que vous utilisez souvent de régime de croissance, et puis peut-être ensuite de faire un petit retour en arrière pour comprendre ce qui nous est arrivé ces 20-30 dernières années. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un régime de croissance? Que signifie cette expression? Qu'est-ce qu'elle recouvre? Oui, est-ce que ça marche là? Ça marche. En effet, ce n'est pas une expression qu'on trouve dans la théorie économique standard. Parce que la théorie économique standard, elle fonctionne sur un concept différent, qui est le concept d'équilibre, et qui est un concept normatif, c'est-à-dire que on peut définir un équilibre qui est optimal pour toute la société. Et l'idée, c'est que les marchés suffisent à faire converger les économies concrètes vers cet équilibre. Alors, si on regarde l'histoire du capitalisme, on s'aperçoit que ce n'est pas ça du tout qui se passe. Et moi j'ai été nourri essentiellement par l'école française historique, et notamment par Fernand Braudel. On voit que les économies, dans leur développement de croissance, qui peut être l'indicateur essentiel, si vous voulez, de développement, fonctionnent de manière très non linéaire. C'est-à-dire que vous avez des périodes fastes d'expansion, et puis, à un moment donné, ça ne marche plus du tout. Hein. Et vous avez des crises, mais pas des crises au sens de petites fluctuations de la conjoncture, mais des périodes comme celles que nous vivons, dans lesquelles, d'une part, il y a une très forte incertitude, on ne sait pas ce qui va se passer, on a un mal fou à s'orienter, et où des mutations se manifestent sous les difficultés, disons, de la vie quotidienne. Pour faire réapparaître autre chose, une autre phase dans laquelle il y aura de nouveau une certaine, si vous voulez, cohérence entre les dynamismes économiques, la répartition dans la société du progrès, etc. Et ça sera, et j'appelle régime de croissance ces périodes-là, ces périodes historiques relativement fastes.
Et donc, il faut penser l'économie d'une manière différente, puisque la manière de penser les choses ne peut plus être celle de la vision standard de l'économie, qui suppose finalement que l'économie fonctionne toute seule, quoi, hein. Le marché et l'individu, l'État met au minimum, suffit à ce que l'économie soit une science en soi. Dans la conception que je défends, l'économie est complètement insérée dans les sciences sociales, si vous voulez. Vous ne pouvez pas penser les choses si vous ne les pensez pas d'abord comme un processus historique. Et l'idée qui est derrière, donc qui fait ce que j'ai appelé la théorie de la régulation, c'est qu'il faut, pour pouvoir rendre compte de ces trajectoires historiques des sociétés occidentales, d'abord occidentale, puisque c'est là que le capitalisme a pris racine et s'y est développé, eh bien, c'est une coévolution entre les structures productives qui se transforment et les institutions sociales qui permettent d'éviter que, finalement, les contradictions, les heurts, etc., qui font partie du processus de développement. Vous ne pouvez pas concevoir une économie en croissance, justement, comme quelque chose qui gonfle comme un ballon, tout simplement, tout en restant cohérent tout seul. Non, dans ce que j'ai dit, il y a des contradictions qui peuvent à tout moment faire basculer le processus, si vous voulez, positif d'expansion, eh bien, en son contraire, c'est-à-dire dans des phases, si vous voulez, extrêmement douloureuses. Et les institutions, c'est justement ce qui permet d'absorber ces chocs et ces contradictions. Et un régime de croissance, c'est un régime dans lequel les contradictions sont toujours présentes. Nos sociétés sont des sociétés de tension, mais où elles sont absorbées par le processus, par les institutions, qui ont donc une capacité régulatrice. Et pour avoir cette capacité régulatrice, l'ensemble des institutions, et pas seulement l'État, mais vous voyez, des institutions comme les intérêts collectifs représentés par les partenaires sociaux, les négociations entre les partenaires sociaux, ce sont des institutions. Les croyances, en particulier les croyances qui se développent dans les marchés financiers, sont des institutions implicites de fonctionnement du capitalisme. Eh bien, il faut qu'il y ait une cohérence entre ces différentes institutions. Et cette cohérence entre les différentes institutions pour, disons, absorber les chocs et faire en sorte que la trajectoire continue, c'est le mode de régulation de la société à une certaine époque. Et puis, donc le régime de croissance, c'est le type d'évolution économique positive qui peut se perpétuer tant que le mode de régulation fonctionne. Ça constitue un régime de croissance. Et les crises, ce sont les mutations parce que les institutions ne sont plus capables d'absorber les contradictions, de sorte qu'elles s'accumulent et à un moment donné, elles éclatent en quelque sorte parce qu'elles deviennent insoutenables. Et la crise, qui peut être de nature différente, et on verra que dans les régimes de croissance qu'on a connus même après la guerre, vous avez des crises de nature différente qui y mettent un terme. La crise met un terme à un régime de croissance et la question c'est comment un autre se constitue. Et il se constitue de manière très difficile parce que le nouveau, c'est-à-dire les germes du nouveau régime de croissance, il faut être capable de les lire parce qu'ils ne font pas encore système, tant que la nouvelle régulation n'est pas là, capable de les lire dans la déformation des conjonctures, dans le fait qu'il se passe quelque chose qui ne se passait pas dans les fluctuations de l'ancien régime de croissance. Et c'est des périodes, si vous voulez, assez incertaines des transitions. Alors, maintenant que le cadre est posé, avant d'en venir au moment présent et d'essayer de voir ce qui pourrait se produire dans les années qui viennent, faisons un petit retour en arrière. Le régime de croissance dont la crise qui éclate en 2008 nous fait sortir, qu'est-ce qu'il caractérise et qu'est-ce qu'il a mis en danger ? Donc, ce régime de croissance qui se constitue dans les années 1980 sur la base de la crise du régime antérieur, et on l'appelle, c'est un mot qui fait maintenant à peu près consensus, capitalisme financiarisé. Il se manifeste par un rôle déterminant de la finance dans le mode de régulation.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce capitalisme financiarisé? Mais je crois que vous avez déjà eu hier des idées sur la question, si vous étiez hier. La crise des années 70, c'est une crise du régime de croissance antérieur. Le régime de croissance antérieure, c'était un régime qu'on appelle Fordisme, par le mot de Ford, qui avait une vision dans les années d'entre-deux-guerres de ça. C'est-à-dire un régime de croissance qui est capable de répartir les fruits de la croissance largement dans la population, donc qui est d'une certaine manière inclusif, parce qu'il est partenarial. Est une des institutions essentielles de ce régime de croissance d'après-guerre, qui a été celui des 30 Glorieuses pour la France. C'est ce qu'on appelle la négociation collective. C'est-à-dire que ce régime de croissance établissait une espèce de partage des rôles dans la tension entre les travailleurs, les salariés, et puis le capital, et donc les dirigeants des entreprises qui, d'une certaine manière, font l'accumulation du capital. Cette tension est toujours permanente, toujours cette idée, pour que le profit soit le plus haut possible, il faut faire pression sur les coûts. Eh bien, elle était médiatisée, c'est ça, vous voyez, le rôle d'institution, par cette idée d'avoir des contrats de salaire qui étaient indexés sur les progrès de la productivité, de sorte que la valeur produite par le travail de tous dans les entreprises était répartie correctement, c'est-à-dire était répartie d'une certaine manière qui permettait la croissance des revenus très large dans la société. Et donc, dès lors que vous indexez salaire et surproductivité, le taux de marge, ce qu'on appelle le taux de marge, c'est-à-dire la part du profit par rapport à la valeur ajoutée produite dans les entreprises, restait stable, à peu près stable, avec des fluctuations de court terme, mais le mode de régulation le conservait comme stable. Alors, on va me dire pourquoi ça ne durait pas indéfiniment. Parce que la base de ça, c'était des progrès de productivité importants, qui renvoyaient, eux, aux progrès techniques que permettait ce type de croissance. Mais dès lors que vous allez, c'est toujours le problème, lorsque vous continuez dans une logique donnée, cette logique s'épuise un jour ou l'autre. Aucune logique humaine ne dure indéfiniment. Et là, c'était les progrès de productivité se sont essoufflés dans le cadre de ce qu'on a appelé la production de masse et la consommation de masse, qui était caractéristique de cette époque. Et donc, vous voyez, à ce moment-là, vous avez une accumulation de contradictions, les progrès de productivité ralentissent. Donc, le partage profit-salaire devient beaucoup plus conflictuel. Donc, les négociations en question ne fonctionnent plus, elles tournent à vide. Et il y a eu, dans les années 70, cette tension très forte, ces luttes sociales considérables. Et puis, ce n'est pas seulement les salariés et dirigeants d'entreprise ne sont pas les seuls partenaires. Vous avez toutes les autres ressources dont l'entreprise se sert. Et ce processus de tension s'est manifesté par des raretés de matières premières, et vous avez eu cette hausse massive des prix du pétrole. Donc la conséquence, c'est un processus inflationniste. Et vous voyez, par rapport à la partie théorique de tout à l'heure, les contradictions, au lieu d'être absorbées dans un partage de salaire-profit accepté, s'accumulent par des conflits de plus en plus importants entre les partenaires sous la forme d'une inflation qui dérape. Et cette unification des contradictions fait une crise générale. Et cette crise, elle a duré, si vous voulez, la plus grande partie des années 70, en particulier, en tout cas entre 73, même s'il y avait des prémices déjà à la fin des années 60, et à la fin des années 60, notamment en France, avec 1968, et jusqu'à 1980. Et la résolution de cette crise inflationniste est une résolution qui est violente. Très généralement, les résolutions de crise sont violentes. C'est un coup d'arrêt à l'inflation qui a été fait par le président de la Banque centrale américaine, qui était à l'époque Paul Volcker, qui casse l'inflation d'un coup. Comment il casse l'inflation d'un coup? Il double les taux d'intérêt. C'est vraiment un choc incroyable. À la fin de l'année 1979, il double les taux d'intérêt. Ce qui se transmet au monde entier met les entreprises, une masse d'entreprises en faillite, met en faillite une partie importante du monde, qui étaient les pays en développement qui, pour acheter le pétrole plus cher, s'étaient beaucoup endettés.
Et vous avez et donc ça crée une mutation, cette fameuse mutation du capital. Et donc se met en place ce nouveau régime de croissance qui va être un régime qui fait réduire l'inflation et qui fait monter par conséquent les taux d'intérêt réels. Hein? Le taux d'intérêt, une fois déduit de l'inflation, reste très haut dans les années 80, même s'il va décliner, mais il décline moins vite que l'inflation. Donc vous avez un taux d'intérêt réel très fort. Et qu'est-ce que c'est que le taux d'intérêt réel? C'est une composante importante du coût du capital. Donc vous passez d'une situation d'avant le nouveau régime de croissance, qui est une situation dans laquelle le coût du travail est le souci des entreprises et fait justement cette crise, hein, à une situation dans laquelle c'est le coût du capital qui devient prépondérant. Dire que le coût du capital devient prépondérant veut dire que l'endettement devient une variable cruciale pour les entreprises. Donc, les entreprises, au lieu de se poser, de se structurer sur la relation salariale, telle qu'elle l'était, c'est-à-dire par la négociation collective, se structurent sur la manière de gérer le coût du capital. Donc, les départements financiers, la finance rentre dans l'entreprise. Hein, il faut bien voir que le capitalisme financiarisé, ce n'est pas seulement un système financier qui va devenir, si vous voulez, qui va gonfler, ce qui est le cas, mais c'est que la finance rentre en profondeur dans l'entreprise et devient le critère déterminant. Et donc, le mode de régulation, donc ça veut dire que la variable cruciale du mode de régulation, plus exactement, le processus central du mode de régulation, passe du partage salaire-profit, qui était réglé par la négociation collective, à la valeur actionnariale, ce qu'on appelle la valeur actionnariale. C'est-à-dire que la question de fond, ça va être comment sont rémunérés les fonds propres par rapport au coût de l'endettement, par rapport au taux d'intérêt. Et donc, dans la mesure où le taux d'intérêt est encore une variable, si vous voulez, qui, dans le cadre de la désinflation des années 80, est une variable qui pèse très lourd pour les entreprises, elles vont avoir intérêt à avoir des fonds propres. Donc, à faire que les actionnaires deviennent vraiment des parties prenantes, à attirer les actionnaires. Les actionnaires, à cette époque, vous avez une deuxième transformation qui se développe, qui est le changement démographique qui commence. Et par conséquent, les actionnaires deviennent des investisseurs institutionnels, c'est-à-dire se développe en France l'assurance vie, dans beaucoup de pays des fonds de pension. Donc, ce sont des actionnaires institutionnalisés. Ce sont donc des actionnaires qui pèsent lourd parce qu'ils ont leur mot à dire dans la gestion de l'entreprise, du moment que ce sont des actionnaires collectifs, si vous voulez. Hein. Donc, vous voyez, c'est des grosses transformations de cette époque. Et ce qui va se passer, c'est donc que le critère et donc les incitations que les entreprises doivent respecter, c'est la maximisation de la valeur actionnariale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maximiser le rendement pour l'actionnaire, le rendement total pour l'actionnaire. Et le rendement total pour l'actionnaire, c'est quoi? C'est la distribution de dividendes, mais aussi l'appréciation du cours boursier, puisque les actions sont liquides. Et par conséquent, en tant qu'actionnaire, vous pouvez gagner de deux manières. Soit parce qu'on vous donne des flux de dividendes, c'est un revenu régulier, soit parce que les actions que vous détenez augmentent en prix et que vous pouvez les revendre quand vous voulez. Et donc, vous faites le gain en capital. C'est la somme de ces deux choses-là qui devient la boussole des entreprises. Et vous voyez que ça change très profondément la manière de faire, disons, de gérer une entreprise. Une entreprise qui partageait, qui avait comme idée de vivre dans le temps, hein, de perpétuer dans l'être, quoi, en quelque sorte, hein, pour croître régulièrement et partager sa valeur ajoutée entre ses partenaires. Donc, elle avait besoin d'une stabilité, en quelque sorte, de la propriété, devient une entreprise dont la seule chose, l'essentiel, est de maximiser le marché boursier, quoi, le cours boursier des firmes. Mais alors, et les actionnaires deviennent des acteurs qui ne sont plus liés à l'entreprise. Ils rentrent dans certaines, ils vont dans d'autres, etc. Ce qui veut dire que la structure de la propriété va se transformer, au moins pour les entreprises de grande taille et même aussi de taille moyenne, les entreprises cotées en bourse, si vous voulez. Les entreprises cotées en bourse, l'actionnaire, ce n'est pas celui qui aujourd'hui détient les actions qui est important.
c'est la communauté des actionnaires potentiels, c'est-à-dire tout le marché boursier. Hein, puisqu'un actionnaire peut entrer, sortir, qu'il peut y avoir des raids sur les entreprises pour les fusionner à d'autres, pour les démembrer essentiellement. C'est ça qui va devenir la vie des entreprises. Hein. Et vous avez des vagues énormes de fusion, d'acquisition, d'avaler des entreprises par d'autres, etc., à partir du milieu des années 80. Donc c'est un autre capitalisme, d'une certaine manière, par rapport à ce que j'ai décrit tout à l'heure. Voilà ce que c'est les modes de régulation. Et donc le résultat de tout ça, c'est quoi? Le résultat de tout ça, c'est que les grandes variables macroéconomiques qui font, sur le plan de l'analyse globale, si vous voulez, eh bien, la lecture du régime de croissance se transforme complètement. Qu'est-ce que vous, quand vous êtes un dirigeant d'entreprise, la première chose, c'est que vos intérêts doivent être alignés sur ceux des actionnaires, puisque c'est ça qui est maintenant l'alpha et l'oméga du traitement des entreprises, enfin, disons leur boussole d'évolution. Eh bien, comment vous le faites? Vous leur donnez ce qu'il faut pour que les dirigeants aient des intérêts qui sont communs avec ceux des actionnaires, ce qu'on appelle des options d'actions. Donc, une partie importante de leur rémunération, c'est des actions. Donc, ils ont intérêt eux-mêmes à valoriser les actions. Vous leur donnez des bonus à tout un ensemble de gens qui jouent un rôle important, qui sont indexés sur les cours des actions. Vous donnez des retraites chapeaux, etc. Enfin, tout ce qui s'est passé. Et la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que, finalement, si vous voulez maximiser le rendement financier, vous voyez, c'est plus le rendement économique, c'est-à-dire la productivité du capital global de l'entreprise qui va compter. Ça, c'est seulement un moyen. Mais la finalité, c'est le rendement financier. Et le rendement financier, c'est le rapport du profit au fonds propre, et non pas le rapport du profit au capital total de l'entreprise, à la somme de ses actifs. Hein. Mais alors, vous pouvez augmenter de deux manières le rendement financier. La première en faisant une pression maximale sur les coûts, et donc ça va être le début des inégalités de revenus, de la pression très forte sur les salaires de la plus grande partie des salariés, hein, pour pouvoir augmenter le taux de marge. Ça, c'est le numérateur. Mais vous pouvez agir sur le dénominateur, c'est-à-dire réduire la part des fonds propres dans le total des actifs de l'entreprise, de sorte que le rapport profit sur fonds propres gonfle parce que vous réduisez le dénominateur. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'entreprise, progressivement, dès les années 90, ça se passe, au lieu d'augmenter son capital en attirant des actions, elle va au contraire utiliser son profit pour vendre ses actions et les annuler, de façon à, si vous avez une base d'action plus faible, votre taux de profit augmente en termes financiers, évidemment. Hein. Il suffit de comprendre la fraction. Mais alors, qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce qu'on peut réduire la part du profit? On ne peut le faire qu'en augmentant la part de l'endettement. Donc, vous voyez, on va vraiment sur un capitalisme très différent. Les entreprises ont tout intérêt à s'endetter et à réduire leur base de fonds propres. Donc, elles deviennent plus fragiles pour pouvoir augmenter sans arrêt cette valeur actionnariale. Et deuxièmement, les ménages, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Si les ménages ont l'habitude d'un mode de consommation à tenir, hein, alors que leurs revenus n'augmentent pas, ou pas assez, mais vous savez, aux États-Unis, si vous prenez le revenu médian, pas moyen évidemment, parce que le revenu moyen est gonflé par les très hauts salaires, en termes salariaux. Mais le revenu médian, c'est-à-dire le revenu des 50% qui partagent les 50% en dessous des 50% en dessus. Eh bien, en termes réels, c'est-à-dire défalqué de l'inflation, le revenu médian pendant les 30 années qui sont allées de 1980 à 2010 n'a pas monté. Le salaire réel n'a pas monté. En Europe, le capitalisme actionnarial a été matiné disons de l'autre qui restait, c'est-à-dire la protection sociale, les phénomènes, si vous voulez, de recyclage du revenu d'État par la redistribution, ce qui fait qu'on n'a pas ce phénomène aussi extrême. Mais dans les pays anglo-saxons, c'est ça qui se passe. Bon, ça c'est le premier aspect. Mais alors, si le revenu n'augmente pas et que vous voulez quand même tenir une augmentation de la consommation, la seule chose que vous puissiez faire, c'est de vous endetter. Et donc, les ménages s'endettent aussi massivement.
qui est la conséquence fonctionnelle, si vous voulez, de ce qui se passe. Donc, on a, c'est la caractéristique essentielle de ce régime financiarisé, pour les raisons de fond, vous voyez, de la nature du mode de régulation, que j'ai essayé de vous faire comprendre, eh bien, vous avez une montée généralisée de l'endettement privé. Et ça monte, ça se fait sur 20 ans, de 1990 jusqu'à la crise. Hein. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe dans une économie qui, pour fonctionner, pour que son régime de croissance continue, a un taux d'endettement non pas élevé, c'est pas seulement qu'il est élevé, mais il est nécessairement croissant. Donc, à un moment donné, on arrive à des situations de fragilité financière par excès d'endettement. Et vous voyez que la crise, qui était crise d'inflation dans le régime de croissance antérieur, devient crise de dette dans le régime du capitalisme financiarisé. Une crise a toujours la crise de son mode de régulation. Et donc, les crises ne sont pas les mêmes dans le temps, dans l'histoire, parce que les modes de régulation ne sont pas les mêmes. Merci pour ce long tableau très cohérent, mais il se passe... Vous nous avez raconté ce qui se passe dans les économies occidentales. Dans le même temps, ce qu'on va appeler très rapidement les économies émergentes décollent. Quel est le poids de ce phénomène qu'on a un peu vaguement nommé mondialisation et qui en fait vient nommer le fait qu'un milliard d'individus et un peu plus même viennent s'asseoir à la même table économique que les Occidentaux, avec des revenus très différents. Quel est le poids de ce phénomène sur nos économies dans la même séquence de temps que vous avez analysée? Oui, elles vont évidemment prendre un poids croissant. Donc, les raisons pour lesquelles elles décollent commencent au tournant des années 60 et 70, en vérité. C'est la fin de ce qu'on a appelé le système de Bretton Woods, qui était donc le système qui, international, qui, dans l'après-guerre, réglait les relations de monnaie, de finance, et plus généralement entre les économies, si vous voulez. L'ensemble des échanges internationaux. Vous aviez deux grandes institutions constituées après la guerre, l'une pour le commerce, hein, qui était le GATT, hein, un organisme dont l'objectif était de réduire le protectionnisme des États et d'aller vers le libre-échange. Et le deuxième, c'était ce système monétaire international avec l'institution du Fonds monétaire international, qui était le système de Bretton Woods, et qui a permis l'expansion internationale du capital américain. Hein, les années 60 sont des années de forte expansion du capital américain. Donc vous avez un début d'internationalisation dans le cas du système de Bretton Woods. Il est dominé très largement par les Occidentaux. Parce que c'est Bretton Woods, c'est 44, et donc c'est la domination totale des États-Unis, si vous voulez, du fait de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est l'érosion de ça qui va commencer à se manifester. Et l'érosion de ça, les difficultés dont j'ai parlé du régime de croissance, elles se révèlent plus vite en fait au niveau international. Puisque l'un des aspects importants, vous le comprenez, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est l'inflation. L'inflation est différenciée entre les pays. Ce qui fait que l'inflation américaine est très forte à cause justement de la logique de domination des États-Unis sur le monde. Et à partir de 1965, la guerre du Vietnam prend une grande importance, suppose un financement monétaire et un financement par déficit public aux États-Unis. Donc vous avez un début, si vous voulez, l'inflation commence à partir au niveau, pour des raisons internationales, avant de s'ancrer, comme je l'ai dit, à l'intérieur même des économies. Donc ceci entraîne la disparition du système de Bretton Woods, donc entraîne la disparition d'une règle qui était construite pour la domination du dollar. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une espèce de privatisation de la finance internationale, et c'est le début du développement du rôle des grandes banques et de ce qu'on a appelé le marché des eurodollars. Dans ce cadre-là, les conditions de financement, surtout parce qu'on était en pleine inflation dans les années 70, les conditions de financement des pays qui n'étaient pas l'ensemble des pays développés occidentaux, qu'à l'époque on appelait tiers-monde,
puisque l'URSS était toujours là pour constituer en quelque sorte une division politique du monde, c'était le tiers-monde, ces pays se sont mis à pouvoir s'endetter et à pouvoir commencer à développer leur croissance. À partir de ce que j'ai dit tout à l'heure, de la crise d'inflationniste et le coup de force Volcker et la montée des taux d'intérêt, ça a eu comme conséquence au niveau international par une crise massive des dettes des pays d'Amérique latine qui étaient allés le plus loin parce qu'ils n'avaient pas de pétrole, le plus loin, enfin disons les principaux n'avaient pas de pétrole, c'est-à-dire le Brésil notamment. À l'époque, le pétrole n'était pas exploité de manière importante dans ces pays. Et donc, ces pays-là ont subi une crise massive. Cette crise massive n'a pas pu être gérée par les techniques habituelles du Fonds monétaire, qui est de dire faites de l'austérité. Ça ne marchait pas. Et donc, il y a une transformation qui se fait, et c'est là que vraiment on peut parler de l'émergence. Une transformation qui se fait à la fin des années 80, qui combine un changement de point de vue de l'administration américaine, qui est de dire il faut faire autre chose. Il faut transformer par le marché ces dettes, qui étaient des dettes bancaires, des crédits bancaires, et créer un grand marché des capitaux mondiaux, de façon à ce que la masse de l'épargne des investisseurs institutionnels du monde entier, la masse des épargnants, puisse financer avec des titres de dette à long terme ces pays endettés. Donc, ça a été la première grande réforme qui est venue, c'est-à-dire une libéralisation financière des marchés et qui... alors, maintenant, il s'adresse aux dirigeants des pays en question. Il leur dit, mais d'accord, nous, on va faire venir les capitaux chez vous, mais transformez votre système financier pour pouvoir les adapter. Donc, libéraliser la finance, libéraliser les prix, etc. Donc, vous voyez, une mutation très importante. Et le deuxième élément, évidemment, c'est la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin a un effet idéologique formidable. C'est la croyance que les contradictions du capitalisme sont terminées. Que maintenant tout le monde va être comme les Occidentaux, tout le monde va adopter toutes les institutions occidentales, et d'ailleurs un philosophe américain réputé, Francis Fukuyama, annonce la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, ça veut dire que le modèle dont j'ai parlé au départ, le modèle théorique de l'équilibre, et que tout le monde va aller vers le même équilibre, est supposé en train de se réaliser. Mais le résultat, c'est évidemment un essor important dans les années 1990 des pays sous la forme d'injections de capitaux considérables. Donc, ils rentrent dans le capitalisme financiarisé. Donc, le capitalisme financiarisé va, si vous voulez, s'étendre à une partie du reste du monde, celui qui est amené à adopter un certain nombre des transformations que l'Occident a fait dans la décennie d'avant, décennie 80 en Occident, décennie 90 en Amérique latine, essentiellement une partie des pays africains et une partie de l'Asie du Sud-Est. Donc ça, c'est la première tendance. Elle va mener vers quoi? Elle va mener vers quelque chose qui est tout à fait intéressant. C'est que la crise du capitalisme financiarisé que nous recevons de plein fouet en 2010 se fait 10 ans avant dans les pays qui sont engagés vers ça. C'est-à-dire, vous avez la fameuse crise asiatique de 1997, où l'excès d'endettement se traduit par une crise financière majeure. Vous avez crise russe en 1998, donc c'est la même crise en fait qui se propage très rapidement. Crise russe, donc avec faillite à la fois des banques et de l'État, et crise brésilienne en 1999, puis Argentine en 2001. Donc vous avez un chapelet de crises qui montre les limites du capitalisme financiarisé déjà. Et donc pour les gens qui avaient compris ça et qui n'étaient pas, si vous voulez, des adeptes de la supériorité de l'Occident, ces crises-là étaient des avant-coureurs de la crise finale, de celle de 2008, sur ce capitalisme financiarisé. Mais comme on disait, ah bah oui, mais c'est parce que ces pays sont imparfaits, ils comprennent rien, ils n'ont pas fait la bonne libéralisation, et c'est pour ça qu'ils sont en crise. Au contraire, ça renforce le fait qu'il faut aller plus loin dans la libéralisation. Bon. Ça, c'est la première tendance. La deuxième est tout à fait différente.
c'est que les deux mammouths du monde, sur le plan population, la Chine et l'Inde, sont extérieurs à ce processus. Et ils vont mais ils vont se développer, ils vont transformer leur logique interne. En Chine, c'est déjà engagé depuis 1980-79 avec la réforme chinoise engagée par Deng Xiaoping, qui reprend le pouvoir après la mort de Mao. Mais sur une base, si vous voulez, d'économie qui ne s'ouvre que très progressivement, et surtout pas au plan financier, surtout pas. Et l'Inde, qui a 10 ans plus tard, en fait, elle démarre, l'Inde qui était un pays totalement verrouillé et totalement fermé, en 1991, commence une réforme de libéralisation, mais garde son système financier sous contrôle. Donc, pourquoi est-ce que ces pays-là, par conséquent, vont modifier le monde? Eh bien, ils vont modifier le monde par le marché du travail. Vous voyez, d'un côté, certains pays qui sont ouverts au marché du capital, pour les raisons que j'ai dit, ils étaient endettés, etc., et d'autres qui transforment le marché du travail en faisant une ouverture commerciale. Il faut distinguer l'ouverture commerciale de l'ouverture financière. L'un n'entraîne pas l'autre, contrairement à ce que disent les économistes orthodoxes. Eh bien, l'ouverture commerciale implique quoi? Qu'indirectement, ça veut dire que beaucoup de produits chinois vont commencer à être vendus dans le monde. Et ceci va se faire dès les années 90, et puis évidemment prendre une importance plus grande lorsque la Chine rentre dans l'OMC en 2001. Qu'est-ce que ça veut dire profondément? Ça veut dire que le marché du travail, il se constitue un marché du travail mondial. Ça veut dire que les produits comme les jouets, les chaussures, les t-shirts, si vous voulez, le domaine du textile, mais aussi le domaine disons, des portables, etc., le domaine de l'électronique de base, deviennent des produits qui vont être fabriqués en Chine, en vérité. C'est-à-dire que vous avez un développement incroyable de l'industrie chinoise qui va évidemment casser les prix des produits industriels dans le monde entier, ce qui revient parce que les salaires ils sont très bas, du fait de la grande quantité de main-d'œuvre qui arrive, qui n'était pas dans le capitalisme, qui était essentiellement dans un monde rural de petites fermes familiales. Et donc, ces gens-là sont absorbés, aspirés véritablement par le développement de l'industrie, et donc, à travers la concurrence des prix mondiaux des produits, c'est le marché du travail qui intervient pour faire baisser les coûts. Vous avez une expansion énorme de l'offre de travail mondiale, conséquence baisse des coûts, conséquence des prix qui deviennent dans le secteur industriel des prix qui baissent. Vous avez à la fois hausse de la productivité, salaire très bas, les prix baissent. Donc la désinflation se fait dans le monde entier. C'est-à-dire qu'un des aspects importants donc, du développement de la Chine notamment, dans les années 90, c'est d'avoir réussi en fait en grande partie ce que les banquiers centraux occidentaux croient qu'ils ont fait tout seuls, c'est-à-dire la désinflation. Et donc l'inflation devient très basse. L'inflation devenant très basse, les taux d'intérêt baissent et vous avez une période, si vous voulez, d'euphorie occidentale, qui est une période dans laquelle l'endettement va donc exploser. De 1998 jusqu'à la crise de 2008, l'endettement véritablement gonfle de manière généralisée, et par le fait que vous avez ces deux tendances. Certains pays ont été amenés à s'ouvrir financièrement du fait des conséquences d'une crise antérieure, celle des dettes des années 80. D'autres pays s'ouvrent par le marché du travail, et le résultat, c'est d'exacerber le processus du capitalisme financiarisé. Alors, on avait choisi comme titre vers un nouveau régime de croissance. On a beaucoup parlé du passé, c'était passionnant, mais il faut maintenant en venir à ce qui va nous arriver ou à ce qui nous arrive. Bon, on va prendre le temps de le faire quand même. L'avenir est plus long que le passé, vous savez. Donc, quel régime de croissance croyez-vous pouvoir se dessiner dans les années qui viennent? Vous avez écrit des choses sur le sujet qui sont de nature tout de même à nous rendre un peu moins pessimistes, voire un peu optimistes. Qu'est-ce qui va caractériser ce nouveau régime de croissance, à la fois du côté des forces productives et du côté des institutions susceptibles de trouver le bon régime de régulation du processus?
Donc là, on rentre dans la phase difficile, hein, pour les raisons que je vous ai dit. On est exactement à l'époque où on commence à voir qu'on est effectivement dans une crise du régime de croissance, parce que ce que je dis là, moi, ça résulte disons, de 30 ans, 40 ans de réflexion là-dessus et de la théorie dont je vous ai parlé. Mais l'intérêt, ce qui importe, c'est que ça devienne de connaissances communes, c'est-à-dire que de plus en plus de gens doutent que l'on puisse continuer comme avant, même si, pour l'instant, évidemment, les institutions, étant toujours les mêmes, continuent à faire en sorte qu'on puisse continuer comme avant. C'est-à-dire que la croissance américaine, de la manière dont elle repart, est dans les mêmes traces que celle qui a mené à la crise, actuellement. Donc la question, c'est comment les germes du nouveau qui ne font pas système se voient à travers la crise actuelle. Alors, évidemment, on peut les voir de deux manières. J'ai dit, pour un régime de croissance, il faut comprendre l'interaction de la coévolution des structures productives et des institutions sociales qui se transforment. Alors, qu'est-ce qui se transforme, quoi, hein? Qu'est-ce qui est en train, ou qui est amené à se transformer? C'est évidemment les contradictions les plus exacerbées qu'il faut regarder. Les du régime de croissance antérieur. Les contradictions les plus exacerbées aujourd'hui tiennent en fait à une triple crise, même si, évidemment, la crise financière est la crise apparente. Mais derrière elle, il y a une crise sociale qui résulte du fait que ce régime de croissance crée une montée des inégalités permanentes, qu'elle ne la régule pas, elle ne fait que l'amplifier. Donc il y a une crise sociale, et même si elle reste larvée au plan de son expression politique encore, et il y a une crise écologique qui, elle, apparaît de plus en plus importante, si vous voulez, à travers tout ce que vous savez sur les phénomènes qui sont importants. Il n'y a pas seulement les phénomènes climatiques, il y a la question de ce qui est en train de germer dans la rareté de l'eau dans le monde. Et il y a le problème des forêts, il y a le problème de la biodiversité, mais il y a le problème aussi qui peut apparaître comme un problème extrêmement dangereux très rapidement. Si on considère que la population mondiale va passer, d'après l'ONU, de 6 à 9 milliards de personnes d'ici le milieu du siècle, les capacités de la production, de l'agriculture et la productivité agricole d'aujourd'hui ne nourrissent pas 9 milliards de personnes. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir une mutation agricole qui devra se faire. Or, dans la plupart des pays du monde, vous avez une rareté des terres arables. La région du monde dans laquelle l'agriculture peut faire un bond formidable, c'est l'Afrique. Et donc, il y a un problème crucial, vous voyez, sur le plan de la crise écologique, qui n'est pas seulement la question climatique, mais qui interagit avec, évidemment. Et donc, qu'est-ce qui aujourd'hui, disons, apparaît comme les germes du nouveau, justement? Eh bien, mais qui ne se voit que négativement pour l'instant. C'est, je crois, l'incapacité il n'est pas possible, d'après ce que si vous suivez bien l'argumentation, il n'est pas possible de continuer à réguler l'économie, c'est-à-dire continuer à la faire croître dans le monde, en particulier des pays avancés, si on doit en même temps réduire l'endettement, puisqu'on ne peut plus... Justement, le surendettement est l'effet de la crise. Donc, on ne peut pas aller très, très loin en poursuivant le surendettement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des règles pour faire que les banques puissent prêter de manière plus prudente qu'avant. Hein. Ce sont fameux les règles prudentielles, comme on dit, que les autorités monétaires essayent d'imposer aux banques. Même si les banques essayent de le contourner, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle les actifs bancaires, c'est-à-dire la totalité, n'a pas seulement des prêts, mais des titres, etc., de tout ce que détiennent les banques. Il y a un rapport de McKinsey là-dessus, très récent, qui est intéressant. Eh bien, il s'est contracté très fortement depuis 2007. C'est-à-dire que la globalisation est en train pas d'imploser, mais de se réduire pour rester viable. Donc,
la fuite en avant par la dette n'est plus possible. Mais la fuite en avant par la dette et une poursuite de revenus qui se contractent dans la masse de la population ou qui ne progressent pas empêche que la croissance puisse continuer au rythme antérieur. Donc la première menace que les dirigeants des pays occidentaux, pour dire ceux qui prennent les décisions, mais aussi les dirigeants d'entreprises vont voir, c'est la menace d'une croissance très basse en Occident. Aujourd'hui, on est dans l'euphorie de la reprise par rapport à la crise. Et donc, c'est encore caché. Mais il est possible que d'ici 2017, entre 2015 et 2017, eh bien, on soit, si vous voulez, très surpris du fait que la reprise, elle ne donne pas ce qu'on pense qu'elle doit donner, c'est-à-dire le retour à une croissance qui permet au plein emploi, quoi, en quelque sorte. Donc, cette menace, à la fois sur les revenus et sur l'emploi, du fait d'une croissance basse, est, je pense, un vecteur de prise de conscience, sera un vecteur de prise de conscience, je ne sais pas comment, sans doute politique, par l'incapacité de gérer le chômage, qui deviendra évidemment extrêmement dangereux, surtout en se couplant avec l'augmentation de la pauvreté et la poursuite des inégalités, créant quelque chose qui est un cocktail explosif qui fera à un moment donné quelque chose en ce qui concerne le changement des institutions, quoi. Il faudra retrouver quelque chose en termes de partenariat social dans les entreprises, retrouver un type d'entreprise partenariale, ce qu'on appelle pacte de compétitivité chez nous en particulier, mais qui suppose de penser profondément les rapports sociaux de l'entreprise et aussi de son lien avec le reste de la société, repenser en particulier la nécessité de développer des biens publics, c'est-à-dire faire des investissements structurants, tournés développement durable, bien sûr, à la fois dans l'énergie, en Europe on a besoin d'une politique de l'énergie, mais aussi dans les transports, mais aussi dans le recyclage des produits, repenser autrement le mode de consommation, le mode de vie. Ça, c'est certainement un axe considérable et essentiel. Ce qui d'ailleurs pourrait le rendre plus dramatique, c'est ce qu'on appelle la déflation, c'est-à-dire cette poursuite d'une pression permanente sur les salaires, du fait du maintien du chômage à un niveau élevé, dans le cadre d'une économie de croissance basse, peut nous emmener dans ce que j'appelle le syndrome japonais, c'est-à-dire de faire basculer d'une inflation très basse dans laquelle nous sommes aujourd'hui à une baisse des prix. Et quand vous êtes dans une baisse des prix, vous êtes dans une trappe. Parce que baisse des prix dit qu'on n'a plus intérêt à dépenser, ou le moins possible, puisque la valeur de votre monnaie croît dans le temps sans rien faire. Étant la valeur réelle d'un euro que vous détenez en poche croît dans le temps sans rien faire si les prix baissent. En conséquence, vous tombez dans une économie de très très basse pression du fait même de la déflation. Et il est donc très difficile de sortir de la déflation parce qu'elle s'auto-entretient. Voilà les dangers qui menacent, si vous voulez, l'Occident et les éléments en quelque sorte de possibilité. Ce qui veut dire qu'il faut s'engager dans un régime de croissance qui soit soutenable sur le plan de si vous voulez, de l'entretien des différents facteurs de production qui sont considérés aujourd'hui comme extérieurs à l'économie, notamment intégrer dans l'économie ses fondements écologiques et penser la finitude du monde en termes de ressources naturelles. Donc, faire d'une économie, si vous voulez, une croissance qui soit économe dans les ressources épuisables, qui soit capable de faire de la substitution avec des ressources renouvelables, et qui soit inclusive, c'est-à-dire qui inverse le processus de dérive de la répartition des revenus avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire avant que ça se produise dans des crises chaotiques. Alors, on voit bien comment ça pourrait fonctionner, on voit moins bien d'où pourrait venir l'impulsion. Alors, je voudrais qu'on prenne... parce qu'on a vu l'impulsion Volcker au début du régime de croissance précédent. On a vu, il y a une institution qui, sur une décision, peut
entraîner une série de conséquences importantes, très douloureuses au départ, mais disons structurantes d'une forme de stabilité sur moyen terme pendant plusieurs décennies. Aujourd'hui, on ne voit pas d'où pourrait venir vraiment cette impulsion, mais peut-être que si on prend un exemple, on comprendra mieux où elle peut se situer. Lors de notre discussion avant cette conférence, on parlait de la rénovation thermique des bâtiments. C'est un chantier dont on parle beaucoup. Et on a le sentiment, lorsqu'on réfléchit un peu à cette question, qu'il y a un intérêt partagé, y compris des forces productives, à s'engager dans ce chantier, mais que l'écosystème institutionnel pour rendre possible les investissements n'est pas au rendez-vous. Alors, sur cet exemple, quelles sont les conditions qu'il faudrait réunir pour déclencher les investissements, les innovations, la grappe d'innovation qui serait génératrice, enfin, qui sera en tout cas une composante du régime de croissance que vous appelez de vos voeux? Oui. Quand même d'abord un aspect plus global. Dans ce que vous avez dit, la Banque centrale, la monnaie joue un rôle crucial là-dedans. Dans les mutations, la monnaie joue un rôle crucial. Et aujourd'hui, cette transformation est en cours, mais dans le sens opposé de celle de Volcker à l'époque. C'est-à-dire que les banques centrales sont en train de modifier leur doctrine. Elles modifient leur doctrine, parce que la doctrine qui est sortie de la crise inflationniste, c'était évidemment l'inflation est le seul danger, et ce qu'il faut, c'est mener une action permanente capable de maîtriser l'inflation de manière durable. Et ça a été les politiques monétaires de ce qu'on a appelé ciblage de l'inflation et comme objectif exclusif. Nous sommes donc dans une crise... La Banque centrale européenne a été créée sur cette base doctrinale. Nous sommes dans une crise différente et les banques centrales ont dû d'ailleurs, elles... Vous voyez, c'est la première institution qui s'est adaptée de manière pragmatique hors de sa doctrine antérieure, car si elle ne l'avait pas fait, nous aurions eu en 2009, fin 2008-2009, une dépression gigantesque. Bien plus grave encore, du fait de la nature de l'interdépendance et de son intensité, bien plus grave que celle des années 30. Et donc, c'est que les banques centrales ont commencé par faire, c'est d'éviter l'effondrement du système financier international et donc de toute l'économie derrière. Et le font par ce qu'on a appelé des politiques non conventionnelles. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques centrales sont en train de redéfinir leur doctrine et de redéfinir leurs objectifs en prenant une multiplicité d'objectifs qui est évidemment continuer à ancrer ce qu'on appelle les anticipations d'inflation, même si aujourd'hui ça paraît risible, mais c'est l'idée qu'on ne sait pas, dans le futur, il faut penser, l'inflation reste un objectif. Le deuxième, c'est la stabilité financière. Et donc, ça c'est important par rapport à ce qu'on va dire tout à l'heure, remettre la finance au service de l'économie, alors que la financiarisation, ça a été une capture par la finance d'une rente sur l'économie. C'est quand même un aspect important, évidemment, qui est une conséquence immédiate de ce qu'a été la globalisation financière. Remettre la finance au service de l'économie en la contrôlant et en maîtrisant le risque, si vous voulez, de château de cartes, qui se traduit dans la crise. Donc, s'occuper de la stabilité financière de manière sérieuse. Et le troisième, c'est soutenir l'État, soutenir la dette publique. Soutenir la dette publique en sorte que l'État, donc la dette publique, c'est quoi fondamentalement, si on réfléchit profondément? C'est le transfert intergénérationnel d'une dette sociale qui est la dette que nous avons tous vis-à-vis du collectif. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des individus, contrairement à ce que dit la théorie économique, qui vivons par nous-mêmes. Et nous ne pouvons, si vous voulez, vivre en société que parce que les biens publics, qu'ils soient d'éducation, de sécurité, de santé, d'infrastructure, etc., existent pour nous. Et cette dette sociale est payée par nous, par l'impôt. Et la dette publique, ce n'est normalement que de l'impôt différé, c'est-à-dire de l'impôt qui est transféré sur les générations futures. Si l'État investit dans des structures collectives qui donneront des ressources, qui donneront de la valeur
dans le futur, c'est normal que les générations futures contribuent au financement de la dette d'aujourd'hui. Elles ne sont pas encore nées, comment elles peuvent le faire? Par justement la dette, c'est-à-dire des titres qui s'étendent dans le temps et qui sont remboursés dans la durée. C'est ça, la dette publique, fondamentalement. Hein. C'est donc un lien qui nous lie à la société. Pardon, quand ça correspond à des investissements. Je parle, oui, bien sûr. Donc c'est justement, parce qu'on va y arriver. C'est pas un débat neutre aujourd'hui. Parce qu'on va y arriver. Ce qui veut dire que, vous voyez, le point crucial, il est là. Il faut que l'État puisse reprendre la main dans l'économie. Donc les États. Pourquoi? Eh bien, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les relations entre l'écologie et l'économie, les problèmes de redistribution, les problèmes de répartition, le marché est incapable de les gérer. Prenez le cas de la pollution. Pour qu'il y ait pollution, il faut qu'il y ait une valeur au carbone évitée, aux valeurs au gaz carbonique évité. Et cette valeur du carbone, c'est ce que les économistes appellent une externalité. C'est une interdépendance qui n'est pas contenue dans le système des prix de marché. Donc, l'insuffisance du marché, voilà ce qui devra apparaître de plus en plus par rapport à l'ensemble des problèmes que nous avons aujourd'hui. Et donc, le retour de l'État dans un rôle régulateur. Et donc, prenons l'exemple de ce qui nous intéresse, là. Il faut investir pour que la croissance reparte. Il faut investir développement durable, pour faire vite. Un aspect important de la pollution, c'est la pollution disséminée, notamment dans les villes. À la fois dans les transports et à la fois dans les bâtiments et plus généralement dans l'urbanisme qu'on a constitué. Donc, j'ai un petit peu plus de ce que vous dites. Il y a besoin d'avoir un modèle de ville. Donc, et un modèle de ville, c'est un modèle social, c'est un modèle collectif. Donc, il ne peut pas être défini par le marché, c'est-à-dire des individus anonymes qui n'agissent qu'à travers des prix, puisque justement, il n'y a pas de prix en l'espèce. Il peut être défini que par le collectif, au bon niveau. Ça veut dire que ce n'est pas une entité nationale nécessairement qui doit être l'acteur public qui prend la stratégie de remodeler une ville. Remodeler une ville, ça veut dire changer très profondément, notamment, évidemment, la nature des bâtiments. Ça veut dire avoir plus d'espaces verts. Ça veut dire réduire la circulation automobile polluante. Ça veut dire avoir des moyens de transport collectifs je parle de villes d'une certaine taille, des moyens de transport collectifs plus performants et qui soient peu producteurs de carbone. Ça veut dire que les échanges intervilles et par conséquent le réseau, si vous voulez, qui structure les échanges en général, qu'ils soient marchands, qu'ils soient entre personnes, etc., dans un ensemble plus vaste, c'est-à-dire de la nation, eh bien, il y a une priorité qui soit donnée au rail, etc. Donc, c'est vraiment une transformation très profonde. Ça suppose évidemment une direction politique publique. Pour ce qui est du bâtiment, vous voyez que c'est une manière essentielle d'augmenter l'emploi aujourd'hui, de reterritorialiser l'industrie dans des pays comme la France où nous avons eu une désindustrialisation importante dans les années de l'euro, notamment dans les années 2000. Et ça crée beaucoup d'emplois. Le bâtiment a toujours créé beaucoup d'emplois. Et en même temps, il faut construire plus de logements sociaux. On le sait. Donc, il y a une planification de l'urbain qui s'inscrit dans le territoire sous la forme d'une rénovation des bâtiments. Et donc, pour ça, il faut beaucoup de choses. Il faut des normes. Et il faut des normes qu'on suive et qu'une autorité publique soit capable en a la responsabilité, que l'avancement se fasse suivant un certain programme, et donc qu'il se fasse les travaux dans ces conditions. Donc, il faut des normes. Il faut certainement une impulsion publique, c'est-à-dire que les bâtiments publics donnent l'exemple d'une rénovation bas carbone. Il faut évidemment inciter les acteurs privés à le faire, c'est-à-dire les propriétaires des immeubles, des logements.
Et cette incitation, c'est une action fiscale, si vous voulez. Hein. Donc, c'est une subvention qui peut être directe ou une subvention déguisée sous la forme d'une modification de la fiscalité. En sorte que cette incitation... Donc, ils y gagnent quoi? Si on met un prix du carbone, si vous voulez, explicite, il est clair qu'ils y gagneront tout de suite. Hein. Je veux dire, puisque, évidemment, une réduction de la pollution dans un bâtiment, à partir du moment où elle est mesurée, avérée par des instances d'experts qui sont indépendants et qui sont capables de le faire, bien sûr, ça fait partie de ces rénovations écologiques, l'existence d'agences d'évaluation très précises de la quantité de carbone évitée par ces investissements, si vous voulez, labellisés développement durable. Et donc, il y a cette incitation des acteurs privés, et il y a à mettre en musique ça par une planification qui s'étend dans le temps. Eh bien, vous voyez que c'est un changement de mentalité aujourd'hui politique considérable. Et il faut que les villes s'organisent de cette manière. Voilà pour prendre cet exemple. Les municipales approchent, donc vous en tirerez les conclusions qui vous paraissent les meilleures. On devrait avoir des projets, en effet, là-dessus, de différents partis politiques. Bien. Avant de vous donner la parole, je voudrais vous poser une dernière question, et si vous pouvez essayer d'y répondre brièvement, je crois que ce sera difficile, mais tant pis, on essaye quand même. Vous avez l'air de dire que le nouveau régime de croissance ne pourra naître que d'une impulsion publique forte de l'État et des collectivités territoriales qui pourraient avoir une partie, qui devraient avoir une partie de la gestion de la stratégie en la matière. Ça pose une question de financement, c'est-à-dire est-ce que vous diriez que l'État doit financer ça par la dette, par un accroissement de la dette? Comment on peut s'y prendre? Quelles sont les sources de financement qui vont rendre possible ce nouveau régime de croissance? C'est un nouveau capitalisme de la dette sous une autre forme? Est-ce qu'on ne va pas aboutir à des contradictions identiques? Donc, le type de financement qui correspond à ça, vous avez vu que ça concernait tous les acteurs économiques. Donc, il est clair qu'il y a à inventer des partenariats publics-privés qui fonctionnent. Alors moi, ce que nous avons dans le livre, dans le dernier chapitre, nous parlons de ce problème. Et ce problème, il faut penser à sa dimension européenne et ensuite à son implantation locale, mais sa dimension européenne. On ne fera pas en France tout seul du bas carbone, ça n'a aucun sens, hein, si c'est pas fait à une échelle suffisamment large. Normalement, c'est mondial, hein, c'est une externalité mondiale. Mais au moins l'Europe dans son ensemble, d'une part, est un acteur qui a c'est une taille géographique importante, et deuxièmement, c'est un acteur qui, dans les négociations internationales, s'il montre l'exemple, et l'idée c'est de s'engager avant la conférence de Paris. Qui a lieu quand? En 2015. 2015. Peut avoir un rôle important pour entraîner, en particulier la Chine, qui a besoin de faire beaucoup d'investissements anti-pollution. Donc, ça veut dire que le niveau européen est important. Nous, ce que nous avons, et les banques ne seront pas capables de faire ça, le risque, la difficulté, c'est ça. C'est que dans les investissements bas carbone, vous avez un double risque. Vous avez le risque technologique, quelles sont les meilleures technologies, etc. Mais bon, il y a déjà des choses dans les tuyaux, évidemment. Et puis le risque écologique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à quel moment le régime écologique, c'est-à-dire le régime de régulation par la nature, disons, des effets du climat, eh bien, risquerait de basculer vers... il y aurait ce qu'on appelle les tipping points, les points de bifurcation où ça devient catastrophique. Donc, il y a un risque écologique qui normalement nous pousse à un principe de précaution rationalisé, hein, et qui consiste à faire ça rapidement. Commencer maintenant. Si vous voulez, l'idée, c'est que pour l'Europe, si vraiment on veut avancer d'ici 2020, il faudrait des investissements qui sont de l'ordre de 200 milliards d'euros chaque année pour l'Europe dans son ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut penser une nouvelle intermédiation. Nous, ce qu'on a en tête, c'est deux choses possibles. Et c'est là que revient la Banque centrale. Il faut une intermédiation dans laquelle de la dette, donc il y aura de la dette. Il faut que les risques de cette dette, du fait de la nature des investissements, soient un risque qui soit
partagé, c'est-à-dire que les financeurs privés ne le portent pas intégralement. Une première manière de le partager, c'est en mettant la Banque centrale dedans. C'est-à-dire qu'il y a une partie de financement monétaire de ça, de la manière suivante. Si vous faites un investissement bas carbone et que vous l'avez valorisé, parce que vous avez au moins notionnellement un prix du carbone qui est affiché pour ceux qui font le calcul économique de ces investissements. Donc vous connaissez les valeurs de carbone. Donc vous pouvez dire la contrepartie de ces investissements lorsqu'ils se font, eh bien, c'est un actif carbone qui correspond à la valeur de la quantité de CO2 qui a été évitée par le fait d'avoir fait cet investissement. Cet actif carbone, s'il est pris en charge par la Banque centrale, la contrepartie, c'est que le banquier financeur peut se faire refinancer par la Banque centrale et, en conséquence, ça réduit son risque. Ça, c'est une première technique. Médiatisation par la Banque centrale. Vous voyez que vous avez là de l'innovation financière. Et la deuxième, c'est implication des investisseurs institutionnels du monde entier. Comment faire? Notre point de vue est le suivant. Il faut augmenter la taille du budget européen. Normalement, en y affectant la taxe sur les transactions financières, qui a été acceptée par la majorité des pays européens. Donc, vous voyez qu'il ne s'agit pas d'augmenter le budget européen pour le redistribuer, ce que les Allemands ne veulent pas faire, mais l'augmenter pour constituer un capital dans ce que j'appelle un fonds écologique européen, qui serait un nouvel intermédiaire financier, lequel émettrait des obligations comme un multiple de ce capital, parce que là, ça serait un intermédiaire financier solide, puisqu'il aurait la garantie mutualisée de tous les pays européens à travers le budget. Donc, il émet des obligues pour le compte des investisseurs institutionnels, ce qu'on appellera des eurobonds. Et ça, c'est son passif. A priori, vu qu'il aura la meilleure notation, il pourra en attirer beaucoup. Les fonds souverains de Chine, les fonds souverains des Émirats, etc. Et pas seulement des investisseurs occidentaux. Et en contrepartie, il va financer des financeurs. C'est-à-dire, lui, il n'est pas capable de dire, voilà, ce projet-là est meilleur que tel autre. Mais il va financer des banques de développement. Il va financer si la Commission décide que pour certains investissements structurants, on fait ce qu'on appelle des project bonds. Bon, ben lui, il pourra en acheter. Il va financer du private equity, qui peut jouer un rôle très important dans les investissements locaux dont on parlait tout à l'heure. Et donc, dans la mesure où il diversifie massivement ses risques, même si tous sont labellisés développement durable, il reste très diversifié individuellement. Vous avez une nouvelle intermédiation possible et donc vous avez la possibilité de faire l'innovation financière qui est compatible avec ces investissements. Donc ce n'est pas de la dette publique nationale, ancienne, ça n'a rien à voir. Il y a même peu de dette publique là-dedans. Voilà, mais c'était important de vous entendre répondre à cette question. Écoutez, il nous reste une vingtaine de minutes. J'imagine que cet exposé a suscité beaucoup d'interrogations ou de demandes de précision. On peut aller un peu plus loin, me dit Michel Aglietta, mais je ne suis pas sûr d'avoir l'autorisation des champs libres. Bon, je la prendrai s'il le faut. Mais voilà, écoutez, allez-y, à vous de parler. Une question ici, en haut à droite. Il y a des micros qui circulent normalement. Circule-t-il? Voilà, il arrive. Allez-y, monsieur. On va prendre 3 questions, comme on a fait hier, une réponse, et puis on reprendra quelques questions. Allez-y. Tout d'abord, fondamentalement, merci de l'exceptionnelle clarté de vos propos, qui seront sans doute partagés ici. Ma question est la suivante. Est-ce que nos plaintes collectives concernant les délocalisations, qui sont objectives et réelles, ayant en toile de fond ce que vous évoquiez comme le couple, le nouvel atelier du monde de la Chine et de l'Inde, avec évidemment aussi des pays du centre de l'UE, n'ont pas surtout masqué nos difficultés à se projeter dans l'avenir, dans le long terme et dans la prise de risque. Et je rebondis sur vos avant-derniers propos. J'avais l'impression que Jérémy Rifkin s'était inspiré de vos analyses.
est-ce que sa théorie, qu'est-ce qui fait que ces recherches, c'est mon avis personnel, sont considérées comme, enfin que je considère comme complètement tabou, alors que si c'est sans doute un peu de l'utopie concrète à court terme. Vous évoquez les domaines des économies d'énergie, du bâtiment, du gisement d'emploi dans le bâtiment, à moyen ou à long terme, ça me paraît absolument exceptionnel comme recherche. Pourquoi c'est tabou? Très bien. Question suivante. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup en bas, un coup en haut. Donc, en bas à gauche. Merci. Bonjour. Donc, merci encore pour l'exposé très, très brillant et très clair. Alors moi, j'avais une question sur les germes un peu plus micro-économiques et qui étaient plus dans la société civile. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui émerge un peu? Encore, ce sont encore des petites graines, ce ne sont peut-être pas encore des germes, sur l'économie collaborative, la finance participative, qu'on voit émerger un petit peu avec cette notion de partage, avec cette notion que ce qui compte, ce n'est plus la propriété. Pour certains, c'est plutôt l'usage que l'on peut faire des biens. On voit bien dans le domaine des transports, dans le domaine de l'habitat. Alors, est-ce que pour vous, ce sont des adaptations des individus à une certaine forme de rareté, ou est-ce que ce sont vraiment des germes, vraiment qui commencent à pointer sur la terre? Ce ne sont pas encore des graines, ce ne sont plus des graines qui peuvent ensuite être reliées finalement à d'autres politiques, parce que l'articulation, le problème, c'est peut-être l'articulation entre tout ce qui bouge, tout ce qui émerge. Vraiment, c'est en profondeur, c'est vraiment sous terre. On est encore au mois de janvier, on n'est pas encore au mois d'avril. Alors, comment transformer le janvier en avril? Comment faire en sorte que toutes ces expériences, tout ce qui bouge, soit mis en place par les collectivités? Alors je pense, moi, à quelque chose qui aurait pu vraiment émerger, je pense que c'est presque un échec à la Banque publique d'investissement. Je pense que là, on a créé un gros machin, qu'on aurait pu se servir de cet outil pour faire participer davantage les citoyens, les épargnants. Parce que quand on regarde la France, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'épargnants dits solidaires. Ils sont dans beaucoup de structures. Ils sont dans des cigales, ils sont dans des petites banques, dans la nef, etc. On a vu hier l'article d'Alternatives économiques des étudiants. Et tout ça, c'est un peu disparate. C'est l'article des étudiants. L'article des étudiants, pardon, qui va apparaître dans Alter Ego. Voilà. Pardon, excusez-moi, je suis allée trop vite. Je voulais faire vite. Et donc, du coup, cette question-là, comment on peut mettre en forme tout ça, quoi? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un immense vivier, qu'il y a d'immenses petites graines, et puis que ces petites graines, elles ne sont pas encore très grosses, et il n'y a pas cette articulation, parce que vous êtes allé très au niveau macro et international, quoi. Donc, du coup, moi, je suis un peu au niveau micro. Une dernière intervention avant la prochaine grappe. Alors, on monte un petit peu. Voilà, monsieur au milieu. Oui, bonjour. Je m'associe évidemment aux félicitations sur la clarté de l'exposé. Moi, j'aurais une question sur les politiques économiques qui sont conduites aujourd'hui en France et en Europe. Est-ce que vous y voyez les prémices de la mise en place d'un nouveau modèle de croissance, ou au contraire, est-ce qu'il y a des éléments positifs, est-ce qu'il y a des éléments négatifs, que vous jugez négatifs dans les politiques qui sont conduites? Vous pouvez être un peu plus précis? Quelle politique? Alors, par exemple, prenons un exemple en France, la politique de l'offre annoncée, qui a été annoncée par François Hollande, enfin, qui était déjà en place, mais qui donc a été renforcée. Est-ce qu'elle va dans le bon sens? Et puis au niveau européen, parce qu'au niveau européen, on a un certain nombre de politiques de mise en place. On critique beaucoup les politiques de rigueur qui sont mises en place sous l'impulsion de l'Allemagne. Est-ce qu'il y a des éléments qui vont dans le bon sens ou pas dans toutes ces politiques? Je ne regrette pas de vous avoir demandé de préciser. Est-ce que vous pouvez essayer de répondre brièvement? Il y a des questions évidemment qui sont assez massives, mais je voudrais pouvoir en prendre d'autres. Oui, il y a même des domaines où je suis évidemment pas, j'ai pas directement travaillé et que je connais moins bien. Bon, mais sur la première, donc c'est la question du caractère hétérogène de l'Europe avec la polarisation qui s'est produite, désindustrialisation et au contraire renforcement de l'Europe du Nord, désindustrialisation de l'Europe du Sud. Et nous, de ce côté-là, on est souvent intermédiaire entre les deux, mais là, du point de vue de
de l'industrie, on a plutôt basculé côté Europe du Sud. Si on regarde les pays qui ont perdu en emploi industriel le plus, vous avez le Royaume-Uni évidemment d'abord, mais ça c'est un véritable choix, donc qui est le choix de la finance. Et puis vous avez eu le Portugal et puis vous avez eu la France, donc a perdu beaucoup d'emplois. Donc ça c'est la question de ce qui s'est fait. Alors, comment faire, en effet? C'est vrai que si, on en a parlé tout à l'heure avec les bâtiments, reterritorialiser l'industrie suppose de ne pas faire ce qu'on a fait jusque-là, car la désindustrialisation avait sa logique. Hein. C'était la logique dans un univers qui est assez linéaire du point de vue des process de production, c'est-à-dire on importe au plus bas coût dans le monde entier, on met en place, disons, une technologie dont on espère qu'elle va produire pour le monde entier. C'est ce qu'arrive à faire l'Allemagne. Dans un tel cas, dans un tel univers, l'aspect territorial disparaît et ceux qui avaient déjà les avantages comparatifs les plus élevés, c'est-à-dire les Allemands depuis très longtemps, depuis toujours, on pourrait dire, eh bien, lorsque la taille du marché a grandi énormément du fait de l'arrivée de l'euro, eh bien, ils ont eu un avantage de coût formidable, c'est-à-dire que l'augmentation de la demande dans l'industrie fait baisser le coût unitaire, hein, le coût par unité de produits vendus, parce qu'il y a dans l'industrie une logique de ce qu'on appelle rendement croissant, c'est-à-dire que la baisse des coûts peut s'entretenir d'elle-même, et donc celui qui a un avantage mange les autres, etc. Donc vous voyez le problème, hein. Ça veut dire que pour pouvoir aller du côté Rifkin, il faut que le modèle d'industrie ne soit plus le même, c'est-à-dire qu'il ne dépende plus de la taille et des rendements croissants. Ce qui renvoie en effet à une toute autre vision de l'industrie, et notamment, d'abord une intégration assez forte industrie-service, de ne pas les séparer. Le deuxième élément, c'est vous voyez que quand vous faites des bâtiments, pas seulement pour se loger, pour y mettre des biens de consommation, mais pour améliorer les services de l'environnement, vous avez une autre notion du rôle de l'industrie et de son lien avec le mode de vie, et qui s'implique dans le territoire. Donc, c'est ce genre de choses. Donc, de la même manière, penser le recyclage pour réduire les coûts, pour réduire plus exactement les gaspillages, et le coût en termes écologiques, bien sûr, ça suppose une toute autre ensemble de relations entre les entreprises. Hein, et ça crée ce qu'on appelle une économie circulaire qui dépend moins de l'importation du reste du monde, qui est plus autonome. Voilà ce qu'il faut arriver à faire. Alors, dans ce cadre-là, les PME jouent un rôle crucial. Et la question de fond, c'est qu'en France, nous n'avons pas ce qu'on appelle de système industriel d'innovation, c'est-à-dire des réseaux de PME liés entre elles, comme a le Mittelstand allemand, dans lequel les liens d'information de développement des capacités humaines, de la formation commune, d'avoir des banques locales de financement, comme ont les banques allemandes, qui permettent évidemment à ce moment-là à cette espèce que les gens appellent ça un écosystème industriel d'une certaine manière. Hein. Ça, c'est ce qui permettrait de réindustrialiser le pays sur la base, en effet, d'une direction, d'une planification qui est celle des villes, qui est au minimum celle des régions, mais qui n'est pas le niveau national. Hein, décider de ce type de politique concrète. Ça, voilà, me semble-t-il, comment faire fonctionner, en effet, une vision alternative du développement industriel. Et donc, évidemment, peut prendre racine là-dedans les initiatives dont vous parliez, c'est-à-dire les initiatives de la société civile, une certaine autonomie de la société civile, prendrait racine dans ce cadre d'un modèle d'industrialisation si vous voulez, qui a des capacités d'autonomie régionale ou locale. Et à ce moment-là, le lien pourrait se faire entre les expériences, les micro-expériences de la société civile qui pourraient s'insérer dans une logique dans laquelle
le développement local devient une priorité et est impulsé, si vous voulez, en toute connaissance de cause, par des autorités publiques de ce niveau, local ou régional, avec les mécanismes de financement par des banques ou par les types de relais dont j'ai parlé tout à l'heure. S'inscrivant dans ces initiatives d'investissement territoriaux, là, on pourrait peut-être voir des connexions se faire qui soient des connexions positives. Mais c'est vrai que dans la mesure où aujourd'hui, les grandes entreprises en France n'ont pas du tout de point de vue de développement sur le territoire, non pas laisse tomber complètement les sous-traitants ou les pressures plutôt que de les intégrer dans un process d'innovation. Aujourd'hui, manquent les relais, c'est tout à fait vrai, pour que ces initiatives qui sont en quelque sorte hors du marché formel puissent contribuer en quelque sorte à un projet commun. Voilà ce que je peux dire. Pardon de vous couper juste sur un point. On a tout de même dans le tissu industriel français classique de grandes entreprises très bien positionnées sur ce type de chantier. Je pense à des entreprises qui font des infrastructures urbaines, qui vendent même leurs services à l'étranger. Pourquoi elles ne s'intéressent pas au territoire français? Qu'est-ce qui fait qu'elles ne regardent pas ce marché-là? Elles devraient être séduites en détail, mais une partie certainement liée, je pense à des entreprises liées au droit de propriété, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que on sait que pour ce qui est des entreprises listées françaises, et notamment celle du CAC 40, vous avez plus de 50% de l'actionnariat qui est étranger. En conséquence, la valeur actionnariale s'y impose massivement. Si c'est ça, pour tous ces types d'entreprises, la valeur actionnariale s'y impose massivement. Les Allemands ont toujours gardé, pour ce qui est des entreprises de taille moyenne, mais moyenne, ça peut aller jusqu'à 2000 salariés quand même, eh bien, ont toujours gardé massivement un capital familial, ou en tout cas un capital stable, qui leur permet une indépendance stratégique. La question, c'est en effet que la structure du capital me paraît très importante, et ça renvoie encore à cette idée, à cette notion du début, valeur actionnariale, internationalisation de la propriété, et la nature des incitations qu'on recherche. Il faut regarder ça en détail. Tout ça dessine tout de même une perspective de démondialisation. Oui, bah, c'est un des aspects importants. Si vous voulez, je vous ai parlé tout à l'heure de la contraction forte des flux internationaux de capitaux. Un certain nombre d'économistes dont je fais partie pensent que pour que la globalisation aille au bout de sa logique, il faut nécessairement une gouvernance internationale qui soit à la fois monétaire et financière. Dans la mesure où cette gouvernance internationale est hors d'atteinte, disons, à vue humaine, ou en tout cas dans les 10 ou 15 ans qui viennent, eh bien, la globalisation ne peut que se limiter. Et dans ces conditions-là, on peut penser que peuvent se constituer des espaces régionaux, mais là je parle de grandes régions, dont l'Europe en fait partie. C'est-à-dire que si l'Europe se structure un système financier dont je parlais tout à l'heure, elle devient une région avec une autonomie. L'euro devient une vraie monnaie internationale, etc. En Asie peut se constituer des choses comme ça, etc. Mais la mondialisation telle qu'elle s'est faite du milieu des années 80 jusqu'à la crise, probablement va reculer. Vous rejoignez en cela d'ailleurs des analyses qui peuvent être celles de Dany Rodrik ou de spécialistes qui disent tout à fait ça. Tout à fait. Alors, sur la dernière question de monsieur qui était intéressante. La dernière question. Oui, c'est la politique de l'offre de Hollande, vous en pensez quoi pour faire les politiques économiques, de manière plus générale. En Europe. Ouais. Donc, pour que c'est une politique de l'offre en Europe compétitive puisse prendre le relais de la situation actuelle et relève le taux de croissance, ce qui est extrêmement crucial. C'est-à-dire que nous sommes dans la situation où c'est pas le taux de croissance. Le problème, c'est pas seulement le taux de croissance qu'on a eu ces dernières années négatif, non. Parce qu'on peut dire qu'une partie a été liée à l'excès d'austérité qu'on a eu. Si on le corrige, ça va s'améliorer. Ça s'améliore. Cette année, il est clair qu'on va avoir 1% de croissance par rapport à moins 0,3 en France, par exemple. Dans la zone euro, ça va s'améliorer. Mais sur le long terme, il n'est pas dit que ça va s'améliorer. C'est-à-dire ce qu'on appelle la croissance potentielle, la tendance de la croissance au-delà des fluctuations.
eh bien, elle a toutes les chances, dans les conditions actuelles, d'être nettement plus basse qu'elle ne l'était avant la crise. Et c'est ça qui crée cette idée de stagnation, en quelque sorte, européenne. Donc, pour sortir de ça, il faut en effet des politiques qui soient volontaristes, où l'offre va jouer un rôle. Pourquoi? Parce que la baisse de l'investissement, du taux d'investissement en Europe, date disons, de la fin des années 90. Hein. Et il y a cette valeur actionnariale dont j'ai parlé tout à l'heure. L'incitation des entreprises n'est pas essentiellement d'investir comme priorité absolue, c'est de faire le rendement financier. Et si le rendement financier se fait mieux en n'investissant pas qu'en investissement, eh bien, c'est ça qui est la priorité pour toutes celles qui ont justement un actionnariat du type institutionnel. Donc, il faut donc inverser cette logique et faire de l'investissement productif la priorité des entreprises. C'est pour ça que je dis que ça suppose véritablement un autre point de vue sur les objectifs des entreprises pour pouvoir le faire. Alors, l'État peut le faire avec des politiques d'offres. Aider à ça par des politiques d'offres. Mais la question, c'est qu'il faut que ça marche. Il faut que ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, dans les conditions actuelles, ce que les entreprises vont faire avec la baisse des coûts, parce qu'après tout, dans le pacte en question, l'idée que c'est une sorte de pacte dans ce contrat, il y a des choses très différentes. La première, qui est purement pécuniaire, quoi. Je baisse les coûts en réduisant une partie des charges sociales des entreprises. Et il y a quelque chose de plus profond, c'est justement modifier les incitations des entreprises, les rendre plus partenariales. Car si elles sont plus partenariales, beaucoup de travaux et de monographies montrent que la productivité est meilleure parce que les salariés sont impliqués. Ça, c'est une affaire que le gouvernement ne peut pas décréter. Il peut aller inciter, il va l'inciter comment? En disant, il faut que vous alliez vers l'investissement productif, qui va impliquer un changement, d'une certaine manière, dans la gouvernance des entreprises. Mais là, il y a un point d'interrogation. Est-ce que ça va se produire comme ça ou pas? Parce que, évidemment, ce qui est le plus naturel, si j'ose dire, dans les situations, la situation de maintenant, c'est d'empocher le gain lié à la baisse de coûts en hausse du taux de marge, et continuer à le distribuer en dividendes, le mettre en ressources, investir financièrement. L'entreprise, si elle reste financiarisée, c'est ce qu'elle fera. Voilà l'interrogation. Mais pour ce qui est du gouvernement, la meilleure chose qu'il puisse faire, c'est d'arriver à mettre des conditions qui sont liées à la baisse des coûts qu'il accorde aux entreprises pour que le plus possible, elles soient amenées à modifier leurs priorités et leur mode de gouvernance. Donc vous dites pourquoi pas, mais tout est dans les conditions. Et oui, les conditions, et ensuite dans la manière dont le niveau microéconomique, en quelque sorte, va répondre à ces conditions. Et sur les politiques de rigueur en Europe? Bon, alors, ce qu'on a fait, donc l'erreur a été massive. Hein. L'erreur a été massive en 2010. On avait fait jusque-là ce qu'ont fait les autres. C'est-à-dire, et il fallait le faire, c'est-à-dire des politiques pour sauver le système financier, mais pour sauver surtout la dépression économique qui était là tout de suite. Hein, il fallait faire de la dette, il fallait faire du déficit. Toute la question, c'est comment on sort de ça. Ce que les anglo-saxons ont décidé, c'est de dire, il faut d'abord que le secteur... Parce que, pourquoi il y avait un piège? Parce que la dette privée, c'est la dette privée, n'oublions pas, qui a fait la crise. Hein. La dette privée était très élevée et le secteur privé cherche à se désendetter. Si le secteur privé cherche à se désendetter, il va dépenser le moins possible. Donc, il ne va pas soutenir l'économie pendant que l'État fait de l'austérité. Donc, les anglo-saxons ont choisi les priorités dans le bon sens, c'est-à-dire, je fais en sorte d'abord que la croissance redevienne suffisante, je remets le secteur privé en état de soutenir l'économie, et puis je commence à m'occuper de la consolidation de la dette publique. Parce que la variable qui est la plus sûre pour que la dette publique puisse s'inverser, commencer à baisser, c'est une croissance suffisante. Et nous, on a fait l'inverse en Europe. On a dit, on va consolider la dette publique immédiatement en passant rapidement de politiques de déficit à des réductions drastiques de déficit. Et plus tard, on s'occupera de l'emploi. Résultat catastrophique. On fait ça dans toute l'Europe. Tout le monde plonge en récession.
Et alors qu'on fait un effort énorme de réduction du déficit, en fait, la dette augmente parce que la croissance été transformée en récession. Donc, ce qu'on fait, c'est à partir de cette année et l'année prochaine, c'est corriger ça. C'est-à-dire que les politiques d'austérité seront moins fortes et qu'étant moins fortes, il y aura un certain soutien à une reprise. Comme je vous ai dit, cette reprise est faible. Et donc, le problème de fond, le chômage durable, les problèmes de répartition, le manque d'investissement vont rester si on se contente de faire ça. D'accord. Alors, maintenant, je vais déraper un peu avec l'autorisation des champs libres, que je ne vois pas, mais qui me donnent leur autorisation. On va prendre à nouveau quelques questions. Une question ici, en haut. À quelle heure il faut que je parle? Midi et demi. Je voulais savoir, moi, le rôle des banques. Depuis 2008, elles sont reparties à la spéculation, puisque 2008... c'est les ordinateurs qui prennent la relève des traders humains, et ce qui fait que les banques spéculent de plus en plus. Donc je voulais savoir, dans ce que vous proposez, comment réguler efficacement les banques. Une autre question. Il y en a une au premier rang, il y en avait une tout en haut là-bas. Voilà, là-haut d'abord. Il a demandé avant. Hein. Ah. Oui, bonjour. Quand j'entends les économistes, moi j'ai l'impression qu'ils sont au courant des problèmes écologiques. Vous en avez parlé assez longuement là. Et puis, donc ils en parlent, ils disent qu'il faut prendre ça en compte. Et puis au bout d'un certain temps, eh bien, j'ai l'impression que ça repart dans les trucs ordinaires, si on veut. C'est-à-dire qu'on repart comme avant. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de schizophrénie. On sait que les problèmes écologiques existent, que le problème, par exemple, de l'énergie va devenir phénoménal dans les années qui viennent. Et puis, au bout de quelques temps, on oublie. C'est-à-dire qu'on sait que les choses sont vraies, qu'il y a des problèmes écologiques, mais on n'y croit pas. On essaye de continuer, en fait, pour que ça continue comme avant, en fait, et à repartir dans le même sens, toujours dans la même lancée, quoi. Voilà, c'est une remarque auquel j'aimerais bien avoir une petite réponse. Une dernière question au premier rang. Je suis désolé pour ceux à qui je ne peux pas donner la parole, mais le temps nous presse. Le micro arrive. Bonjour. Je voulais poser la question. Un département français disparaît tous les 10 ans. Vous avez beaucoup parlé de la ville. Et comment voyez-vous demain la croissance entre ville et campagne ? Est-ce qu'il y a une corrélation qu'il faudra travailler, puisque aujourd'hui 80% des gens habitent la ville? Est-ce que la campagne peut aider la ville à mieux vivre? Bien, Michel Aglietta. Bon, alors là, toutes sont pas. Je ne peux pas répondre à toutes avec la même précision, évidemment. La première, c'est clair. Les régulations bancaires. Les régulations bancaires, il y a un premier élément qui est l'axe qui a été choisi par les pouvoirs publics et les banques centrales, c'est plus de capital. C'est-à-dire que la réponse, c'est pour 1 euro d'actifs que vous achetez sous une forme quelconque, qu'elle soit spéculative ou pas, vous mettez une portion de capital plus importante qu'autrefois. Le capital, ça vous coûte, donc vous freinez évidemment. Si vous augmentez le besoin en capital requis des banques, vous freinez le potentiel des banques à s'engager dans des processus cumulatifs, si vous voulez, d'euphorie notamment. C'est-à-dire, je prête de plus en plus à des gens qui spéculent. Parce que la banque, elle n'est pas obligée de spéculer elle-même, mais de prêter à des gens qui... Dans la crise des subprimes américains, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est le premier aspect. Mais il faut aller plus loin, à mon avis. Et là, c'est tout le débat sur ce qu'on appelle la séparation entre les métiers que les banques en Europe, qu'on appelle banques universelles, c'est plus des banques, c'est des groupes financiers à tout faire, ce qu'on appelle banques en Europe. Et donc, ça entraîne quoi? Ça entraîne que les activités dites de marché,
qui sont évidemment beaucoup plus risquées du fait des fluctuations des prix de marché. Eh bien, sont, lorsque les choses vont mal, subventionnés par la banque de dépôt. C'est-à-dire par la banque qui fait un métier collectif. Hein, elle gère la monnaie, la banque de dépôt. Vous voyez où est le problème des banques? C'est qu'une banque, c'est à la fois un acteur privé, mais les banques, tout ensemble, gèrent le système des paiements, doivent assurer les dépôts de la population et donc sont aussi une entité publique, mais indirectement. Et c'est pour ça que les banques ont des garanties spéciales et qu'on ne les traite pas comme les autres. C'est parce que si on ne le faisait pas, les gens qui perdent des dépôts dans une banque entraîneraient une panique généralisée, comme ça se produisait autrefois. Bon. Donc voilà le problème. Eh bien, pour pouvoir le traiter mieux, il faut séparer en des entités différentes les activités de marché, ce qu'on appelle la banque d'investissement et de financement, et puis la banque commerciale, c'est-à-dire la banque qui accepte les dépôts et qui doit faire des crédits relativement sûrs, c'est-à-dire où le degré de risque peut être maîtrisé. La banque commerciale devrait avoir en effet accès à la garantie de l'État par l'intermédiaire de la Banque centrale, et l'autre, les activités de marché, les entités de marché, seraient des entités qui devraient se capitaliser suffisamment, mais le risque, c'est eux qui les porteraient. Et ils ne devraient pas s'attendre au sauvetage par l'État. Si vous faites ça, vous réduisez, si vous voulez, la capacité, d'abord le danger de ce qu'on appelle le risque systémique, et puis vous évitez, parce que la banque d'investissement et de financement, dès lors qu'elle devra elle-même supporter le risque, sera amenée, ou par l'intermédiaire de ses propres créanciers qui le prendront, ou de ses actionnaire, elle sera amenée à tarifer le risque mieux. Une caractéristique de la crise, c'est que le risque a été massivement sous-évalué, parce que les banques considérait qu'elle tenait en otage la puissance publique en disant, de toutes les manières, si on est en difficulté, l'État ou la Banque centrale, mais enfin disons la puissance publique, viendra nous soutenir parce qu'elle le sera obligée, sinon c'est toute l'économie qui est en bas. Donc c'est un chantage. Mais ce chantage, il est structurel. Pour qu'il soit plus structurel, il faut séparer. Vous jugez que ce qui a été fait en France est insuffisant? Très insuffisant. Voilà. Très insuffisant. Donc aujourd'hui en Europe, c'est remis sur le chantier chez Barnier, à la suite d'une proposition qui a été faite, ce qu'on appelle le rapport Liikanen, par l'ancien gouverneur de la Banque centrale de Finlande. Et donc c'est une proposition qui est plus solide, plus sérieuse que ce qui a été fait en France, qui a été en fait rédigée avec au-dessus de l'épaule le lobby bancaire qui regardait, hein, je veux dire. Et d'ailleurs, ils disent, après tout, il y a 1% de nos actifs qui risquent d'être mis de côté. Oui, enfin, c'est ridicule, quoi. C'est quand même extrêmement inquiétant de voir la puissance du lobby bancaire. C'est ça qui est essentiel aussi. Puissance politique du lobby bancaire fait gros problème par rapport aux réformes qui sont nécessaires. Alors, excusez-moi, ensuite, les autres questions. Les économistes et les écologistes. Oui, le monsieur disait, je parle sous son contrôle, mais en gros, il y a des moments où on s'occupe d'écologie, puis ensuite on oublie, on passe à autre chose, et ça repart comme avant. Bon, les choses, on n'est pas très aidé par beaucoup d'écologistes. C'est-à-dire que beaucoup d'écologistes ne comprennent très mal l'économie. Et lorsqu'on parle aujourd'hui de décroissance, etc., avec le degré qu'on a de chômage et tout ça, il y a des problèmes. Bon. Mais l'autre chose que je voudrais dire, c'est que les économistes ne sont pas au pouvoir. Ce qui veut dire que ceux qui sont au pouvoir ne s'occupent pas de ça. Le Trésor, c'est vraiment pas son problème. Aujourd'hui, dans les conditions actuelles, ils disent, mais vous vous rendez compte, les problèmes que nous avons vis-à-vis de la conjoncture, le chômage, tout ce dont on parle en macroéconomie, on s'occupera de l'écologie après. C'est-à-dire le fait que les investissements dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, dont on a discuté, sont des facteurs de solution des problèmes économiques qu'on rencontre. Ça, c'est pas du tout encore, si vous voulez, de connaissance commune. Hein. Très, très loin. L'écologie est considérée comme un obstacle, comme un coût supplémentaire, et par conséquent, on s'en occupera lorsqu'on aura suffisamment de ressources. Et donc, il faut d'abord faire de la croissance et ensuite ça. Vous voyez, ce n'est pas du tout considéré comme facteur d'investissement. C'est ça, c'est là l'essentiel.
Et donc, Michel, pour prolonger la question de monsieur, on a vécu dans les années 70, on a vu un extrait de film hier qui nous montrait qu'il y avait eu une émergence d'un mouvement d'idées, d'un mouvement social autour de l'écologie politique dans les années 70 qui a été recouvert par la crise qui a suivi. Et on s'est reposé ces questions. Finalement, il y a quelques années, elles sont revenues sur le devant de la scène. Et ce que redoute monsieur, c'est que, je crois que c'est la question, c'est que la crise présente balaie à nouveau ces enjeux. Est-ce que, j'ai bien compris votre réponse, mais est-ce que vous croyez que c'est un scénario probable compte tenu du degré d'urgence des questions écologiques? Oui, non, je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Parce que les problèmes qui sont non seulement devant nous, mais dont les symptômes sont déjà très importants, liés à la dégradation notamment du climat, au fait que d'ailleurs les compagnies d'assurance ont une montée des coûts de dommages considérable. Hein. Donc ça s'inscrit aussi dans le financier, ça. Eh bien, font que ce sont des problèmes qui ne peuvent pas disparaître. Ils ne vont faire que croître et embellir. Quand on en avait, moi je me rappelle du Club de Rome de 1972, la finitude de l'économie, en fait, hein, que le fait que la croissance n'est pas illimitée parce qu'on vit dans un monde limité, c'est quelque chose qui est complètement passé, en effet, inaperçu, je veux dire. Hein. Ça apparaissait comme une spéculation, au mieux incroyablement lointaine. Non, là, on est en effet devant des urgences. Et quand on est devant des urgences, ça veut dire qu'il y a des coûts énormes à ne rien faire et que ces coûts se traduisent en pertes économiques. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'en préoccupe. Et certains pays s'en préoccupent déjà, et mieux que nous, si vous voulez. Hein. Les Scandinaves, en particulier, font pas mal là-dessus. Les Allemands, l'écologie est quand même un parti important en Allemagne. Ça joue un rôle sur les politiques, etc. La France est en retard en Europe, ça c'est clair. Mais d'autres pays s'en occupent déjà, et à mon avis, les meilleures pratiques pourront se décanter assez vite, sans doute. Et l'idée, c'est de mener une politique européenne à partir de ça. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Et la dernière question, ville-campagne. Sur les campagnes. Oui. Ça, c'est toute... si vous voulez, les Chinois veulent faire un développement intégré ville-campagne maintenant. En effet, j'en ai parlé tout à l'heure, en parlant en particulier des problèmes de l'agriculture. Si vous faites des villes qui s'étalent indéfiniment, parce que la valeur des terres rurales est considérée comme basse, vous détruisez à la fois les terres rurales, vous créez un maximum de pollution, puisque avec des villes étalées, vous avez de l'habitat suburbain qui suppose des voitures individuelles. Si en plus vous faites comme les Américains, vous y mettez air conditionné dans chaque maison, etc., 2 voitures par ménage, là c'est le cocktail catastrophique à la fois pour la ville et la campagne. Donc les deux vont ensemble certainement, c'est-à-dire des villes compactes, des villes multipolaires, et dégager de l'espace de terre arable et puis transformer l'agriculture de telle manière qu'elle soit moins dépendante des engrais, etc., moins dépendante des polluants, ça va ensemble. Ça va ensemble, c'est la même logique. La logique, si vous voulez, d'améliorer l'environnement est une logique intégrée ville-campagne. On ne peut pas penser l'un sans l'autre. Et donc, voilà ce que je peux dire. Si on développe des politiques de transformation du modèle urbain, ceci aura des effets positifs sur la campagne. Merci beaucoup. Voilà, je voulais dire que je tenais à vous remercier chaleureusement, mais je crois que c'est fait. Donc, merci beaucoup d'être venu, de nous avoir fait cet exposé, de nous avoir éclairé, d'avoir répondu aux questions. Nous reprendrons nos travaux à 14h30, si ma mémoire est bonne, je ne dis pas de bêtises. 14h, voilà, me corrige Astrid Massiot. Et d'ici là, bon appétit.